Donc, bienvenue à tout le monde pour cette web actu du mois de février. Donc, on est ensemble comme d'habitude, hein, le deuxième jeudi de chaque mois pour faire un point sur l'actualité que on a de ces dernières semaines. Alors, j'ai encore des dernières personnes qui arrivent. Je m'excuse, je les admets en même temps. Alors, sur l'actualité un peu de ces dernières semaines. Donc, je pense que vous avez peut-être aussi entendu parler que le projet de loi de finances euh, a été approuvé. Donc, on est encore à ce jour en attente de la décision du Conseil constitutionnel. Alors, en termes de droit social, ça change pas énormément de choses. Donc bon, on l'abordera potentiellement quand ça sera publié au journal officiel, mais voilà, pour l'instant, ça n'aborde pas, ça ne change pas énormément de choses. Alors, comme d'habitude, on commence toujours par notre fameux quiz pour pouvoir faire un point général sur l'actualité et puis derrière pour pouvoir rentrer dans le détail de chaque petite particularité de ces dernières semaines. Alors, j'en appelle à votre participation. À votre avis, il est nécessaire de démontrer que le salarié a été visé directement et personnellement par des actes de harcèlement managérial. Le simple fait d'appartenir à une communauté de travail visée par des actes de harcèlement ne suffit pas. Alors, j'ai un peu des deux. J'ai du vrai, j'ai du faux. Une majorité de vrai quand même. Et j'ai une majorité de personnes qui partent plutôt sur du vrai. Alors, non, c'est faux. Parce que en fait, on a un arrêt de jurisprudence qu'on verra tout à l'heure, où le harcèlement managérial peut très bien concerner un groupe de personnes et pas concerner seulement une seule personne. Donc, le fait de se trouver parmi ce collectif de personnes et de se retrouver du coup harcelé parmi toutes ces personnes-là, même si c'est pas moi qui suis directement visée, c'est toute mon équipe, le harcèlement managérial pourra quand même être caractérisé. Un salarié qui ne revient pas travailler à la suite d'un arrêt de travail peut systématiquement être licencié pour absence injustifiée. Voilà, c'est plutôt unanime, hein. Tout le monde me dit non. Oh. Donc, ouais, là j'ai une grande majorité de faux. Alors, vous avez raison, c'est faux. Un salarié qui ne revient pas travailler à la suite d'un arrêt de travail, donc il était arrêté pour une raison d'une maladie non professionnelle, par exemple, il ne fournit plus d'arrêt de travail, il ne revient pas travailler. euh, Avant d'envisager un licenciement, il va falloir que je me pose la question de depuis combien de temps exactement est-ce qu'il était en arrêt? Potentiellement, il va falloir que je lui fasse passer une visite de reprise. Et tant que cette visite de reprise n'est pas passée, je ne pourrai pas envisager de le licencier. Donc on verra tout à l'heure l'arrêt de jurisprudence récent qui est sur ce sujet-là et on refera un point. Mais voilà, quand vous avez un salarié qui ne revient plus travailler après un arrêt de travail d'une plus ou moins longue durée, il va falloir vraiment se poser la question de est-ce que je peux le licencier
Ou est-ce que d'abord il va falloir que je le convoque en entretien, à une visite de reprise, pardon. Pour l'année 2026, l'index égalité professionnelle ne doit pas être publié. Il est nécessaire d'attendre la publication de la loi sur la transparence salariale. Est-ce que vous avez une idée? Bon, déjà, tout le monde n'est pas concerné. Ça concerne les entreprises de plus de 50 salariés, mais parmi les présents qui font partie des entreprises de plus de 50 salariés, est-ce que vous avez une idée? Pas tant que ça, hein. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de pas beaucoup de réponses. Vous n'êtes sûrement pas beaucoup à être concerné par l'index, je suppose. Alors, je rappelle que cet index, du coup, donc il doit être publié avant le 1er mars, donc le 1er mars 2026. Et on est dans l'attente, dans le cadre de la transposition de la directive européenne sur la transparence salariale. J'en ai déjà parlé au cours de ces Web Actu, lors de précédentes Web Actu. Je vous avais dit, donc il y a une directive sur la transparence salariale qui va être d'application directe au 7 juin 2026. On avait un projet de loi qui avait été fait, je vous en avais parlé en même temps que le projet de loi sur les seniors. Bon, la loi senior, elle est entrée en vigueur au 26 octobre 2025. Par contre, la loi sur la transparence salariale, pour l'instant, on n'a pas eu de plus de précision, elle n'est toujours pas entrée en vigueur. Euh, on sait qu'elle prévoit une refonte de l'index, ça a été annoncé pour l'année 2027. Pour autant, sur l'année 2026, ça ne change rien. Donc, vous devez publier votre index égalité professionnelle comme c'était le cas pour les précédentes années. Donc, en utilisant les mêmes critères, enfin voilà, pour de l'année 2026, il n'y a rien qui change. Il y aura sûrement un changement en 2027. Pour l'instant, on est dans l'attente du coup de la loi sur la transparence salariale. Donc, on en reparlera le jour où cette loi sera entrée en vigueur. Mais voilà, pour l'index que vous devez publier d'ici la fin du mois, euh, il n'y a pas de changement. Donc, pensez bien à le faire. C'est pour ça que je trouvais que c'était important d'en parler lors de cette web actu de février, puisque c'est à la fin du mois que vous devez publier votre index. Les jours de congés payés doivent être pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, même pour un décompte du temps de travail sur 2 semaines. Donc, on l'a déjà vu sur la semaine, mais est-ce que du coup, sur 2 semaines, on est concerné aussi? Ouais, là, j'ai une grande majorité de oui, voire même une unanimité, un oui unanime. Donc oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, lors de la dernière, enfin la Web Actu, donc c'était par rapport aux arrêts de septembre 2025. On avait eu deux arrêts sur justement les congés payés, l'un sur le salarié qui tombe malade pendant ses congés, on reporte les congés, et l'autre sur les congés payés rentrent, on en tient compte pour le calcul des heures supplémentaires. La Cour de cassation, à cette époque-là, dans son communiqué de presse, elle avait insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un décompte hebdomadaire. Le mot hebdomadaire apparaissait. Donc le conseil qu'on vous avait apporté à ce moment-là, enfin l'information qu'on vous avait apportée à ce moment-là et celle qu'on apporte au quotidien à ceux qui nous appellent et qui nous posent, aux clients qui nous sollicitent sur le sujet, c'est le texte, enfin la Cour de cassation, certes, elle parle d'hebdomadaire, mais il y a très peu de doutes qu'elle le transpose à une autre modalité de déclenchement des heures supplémentaires. Qu'on soit sur un décompte à la quatorzaine ou un décompte au mois, il y a quand même très peu de doutes que la Cour de cassation ne s'aligne pas sur ces différents décomptes. Au final, on a eu une réponse très rapide, puisqu'on a eu un arrêt là très récemment
qui est venu nous préciser que bah, même si on est à un décompte sur 2 semaines, bah, on en tient compte aussi, on tient compte des heures supplémentaires, on tient compte des congés payés, pardon, pour calculer les heures supplémentaires. Donc il y a très peu de doute sur le fait que pour les décomptes au mois, ça va suivre aussi. On vous l'avait dit à ce moment-là, hein, on ne sait pas dans combien de temps, si potentiellement ça sera dans 1 an, dans 3 mois, dans 1 mois. On ne peut pas vous dire dans combien de temps, mais il y a très peu de doute sur le fait que voilà, la position de la Cour de cassation soit la même pour le décompte mensuel. Donc, deux possibilités. Je prends le risque, je continue à faire un décompte mensuel et je vois si un jour quelqu'un me fait une quelconque demande, ou alors je me mets en conformité dès maintenant. Le seul constat du non-respect des temps de pause quotidiens ouvre droit à réparation et donc à des dommages et intérêts sans que le salarié n'ait à démontrer le préjudice subi. Alors, j'ai une majorité de vrais. Donc oui, tout à fait. Le seul fait de ne pas respecter un temps de pause, le salarié peut demander des dommages et intérêts. Il n'a pas besoin de démontrer qu'il a subi un préjudice. Le seul fait de ne pas avoir eu sa pause suffit à caractériser le préjudice. Donc normalement, quand un salarié invoque quelque chose, il est censé apporter une preuve. Là, c'est à l'employeur de démontrer que enfin, là, enfin, démontrer la preuve de son préjudice, là, le préjudice est automatique. Donc, faites très attention. Je sais que dans certaines activités, le respect des temps de pause est assez compliqué. Néanmoins, ça peut avoir de lourdes conséquences pour vous derrière. Ça peut avoir des lourdes conséquences financières, ça peut avoir des conséquences aussi en termes d'accident de travail, ça peut en termes de responsabilité, en termes de faute inexcusable. Donc voilà, sur le temps de pause, il faut quand même être vraiment vigilant parce que vous pouvez avoir, voilà, ça peut générer un coût financier non négligeable. Alors, j'ai une question dans le chat. Dans l'hypothèse d'une extension du calcul des heures supplémentaires au mois, quel type de pause de congé serait concerné? Les congés pris uniquement, les jours isolés? Alors, ça, cette jurisprudence, elle concerne les congés payés, hein. Alors, je ne sais pas à quoi enfin, les repos compensateurs ou autres ne sont pas concernés. Les jours fériés non plus. C'est ce qu'on avait dit lors de la dernière enfin, la Web Actu, lorsqu'on avait traité de ce point-là. Mais c'est seulement les congés payés qui sont concernés. Si le salarié refuse de signer la remise de la convocation à entretien, cela équivaut à ne pas lui avoir remis la convocation. C'est mitigé. Il y a du vrai, il y a du faux. Je pense que c'est à peu près équivalent. Alors, on a eu un arrêt récemment de la Cour de cassation où en fait un salarié a refusé, l'employeur a remis la convocation en main propre au salarié. Le salarié a refusé de la signer. Il s'est présenté à l'entretien et derrière, il a dit, bah, moi, j'ai pas reçu la convocation, parce que donc je vous rappelle, la convocation, elle est remise en main propre ou elle est remise ou elle est envoyée en recommandé avec accusé de réception. C'est les deux méthodes pour
l'envoi ou la remise de la convocation. Je vous fais un rappel aussi, entre la convocation, donc là je parle pour entretien préalable à licenciement, enfin, on le transpose aussi sur l'entretien préalable à sanction. Entre la date de première présentation et la date de l'entretien, je dois laisser un délai de 5 jours ouvrables. Attention, bien prendre en compte la date de première présentation. Si je l'envoie en recommandé, je tiens compte des délais postaux. Potentiellement, la poste, ils sont de plus en plus longs dans l'acheminement du courrier. C'est bien de prévoir 3-4 jours de délais postaux et ensuite, je commence à faire partir mon délai de 5 jours avant de prévoir mon entretien. Donc, soit je l'envoie en recommandé, soit je la remets en main propre. Pour avoir la preuve que j'ai bien remis en main propre, je fais contresigner mon salarié. Dans la situation où mon salarié refuserait de la signer, il ne pourra pas se prévaloir de son refus en disant bah, la convocation ne m'a jamais été remise, donc il y a un défaut dans la procédure, donc j'ai le droit à un mois de salaire, un mois de salaire de dommages et intérêts parce qu'il y a eu un manquement dans la procédure. Donc non, la Cour de cassation, elle vient bien nous préciser, le salarié l'a refusé. Dans cette situation-là, c'est de son fait à lui, pas reprocher ça à l'employeur. Par contre, moi, ce que je vous préconise quand même, c'est que si le salarié refuse de recevoir la convocation et de signer comme quoi il l'a bien reçue, arrangez-vous pour l'avoir remis devant témoin. Au moins, vous demandez aux témoins qui sont présents de vous faire une petite attestation à côté en disant je sous-signais Monsieur X atteste que la direction a remis la convocation en main propre à Monsieur Y, que ce dernier a refusé de signer tel jour. Comme ça, au moins, vous avez la preuve comme quoi votre convocation, vous l'avez bien remise et que votre salarié a refusé de la signer. Désormais, la prise en charge par le CSE de l'abonnement des salariés à une bibliothèque numérique peut être exonérée de cotisations sociales. Alors oui, j'ai du vrai. Alors, tout le monde ne le sait pas, mais quoi, tout le monde tout le monde ne l'a pas en tête parce que tout le monde n'a pas forcément un CSE plus de 50 avec un budget pour les œuvres sociales, mais on a eu une mise à jour justement sur les différentes œuvres sociales qui pouvaient être prises en charge par le CSE et notamment l'abonnement des salariés à une bibliothèque numérique peut être prise en charge par le CSE et cette prise en charge sera exonérée de cotisations sociales. Je vous ai mis un peu plus loin, là, on va le revoir, mais je vous ai mis du coup le lien justement où vous avez la liste de tout ce qui est concerné. Au moins, si vous avez un doute, ça vous permet d'aller le consulter. Depuis le 1er janvier, les salariés peuvent bénéficier d'une période de reconversion leur permettant d'effectuer une mobilité interne ou externe à leur entreprise. Alors, tout le monde me dit vrai. Donc oui, c'est vrai. Depuis le 1er janvier 2026, alors c'était prévu par
la loi du 24 octobre 2025, qui est entrée en vigueur le 26 octobre 2025, donc la loi senior, on en a parlé lors des dernières WebActu. Cette loi senior, elle prévoyait justement la création de la période de reconversion. On attendait des décrets d'application qui sont parus le 28 janvier, si je ne dis pas de bêtises, sur notamment le financement. Alors, on attend encore quelques autres précisions, parce qu'il y a encore des éléments sur lesquels tout n'est pas forcément très très clair. Mais voilà, il y a cette nouvelle période de reconversion qui existe, qui est entrée en vigueur. Voilà, on attend encore d'avoir quelques précisions sur son application, mais ce nouveau, euh, cette nouvelle période est entrée en vigueur au 1er janvier. La non-réalisation des entretiens professionnels tous les 4 ans peut ne pas entraîner d'abondement du CPF dans certains cas. Bon, c'est mitigé. Il y a du vrai, du faux. Alors, c'est vrai. Ça peut paraître surprenant, puisque en fait le Code du travail nous dit que le salarié doit bénéficier. Alors avant c'était tous les 2 ans, maintenant avec la loi de la loi senior du 26, enfin, qui entre en vigueur le 26 octobre 2025, on est passé à 4 ans. Euh, la loi nous dit les salariés doivent bénéficier d'un entretien de parcours professionnel tous les 4 ans et doit bénéficier de formations non obligatoires. La Cour de cassation, du coup, elle est venue nous apporter une précision en début d'année en nous disant il s'agit de conditions cumulatives. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, avec l'interprétation de la Cour de cassation, euh, le salarié qui n'aurait pas bénéficié de cet entretien, donc au moment où a statué la Cour, c'était tous les 2 ans. Maintenant, comme je vous le disais, depuis 2025, c'est passé à tous les 4 ans. On ferait au moment de l'entretien de bilan, à l'époque tous les 6 ans, maintenant tous les 8 ans. Au moment du bilan, on regarde, on se rend compte que tous les entretiens professionnels n'ont pas été réalisés. Par contre, le salarié a bénéficié de formations non obligatoires. Et ben, l'obligation serait remplie. Selon la Cour de cassation, le fait de, malgré ne pas avoir des entretiens tout le temps, mais de bien avoir des formations non obligatoires dans cette période-là, est suffisant pour pouvoir constater que l'obligation a été remplie. Et donc, normalement, quand on ne respecte pas les dispositions du Code du travail sur ce point-là, il y a un abondement du CPF de 3 000 euros qui est prévu pour les entreprises de plus de 50 salariés. Dans ce cas-là, l'abondement du CPF ne serait pas d'actualité. Et enfin, dernière question, il n'est pas nécessaire de conserver les dispenses de mutuelle des salariés sortis. Transport Claude, je lui dis bonjour. Je vous passe la personne en charge du recrutement, ne quittez pas. Je coupe les micros parce que du coup... Alors, j'ai du vrai et j'ai du faux. Une majorité de faux quand même, hein, si je regarde bien. Donc, ceux qui ont répondu faux, vous avez raison. Euh, je vous rappelle que la mutuelle, elle doit être proposée à chaque salarié. La mutuelle, c'est quelque chose qui est obligatoire et collectif. Euh, il existe des cas de dispense.
Le salarié, du coup, peut demander à ne pas bénéficier de la mutuelle parce qu'il remplit l'un des quatre dispenses. Dans cette situation-là, vous pouvez ne pas affilier un de vos salariés parce il rentre dans une des conditions de dispense. Par contre, vous devez vous assurer qu'ils vous fournissent bien les documents nécessaires. Par exemple, les salariés alors, vous pouvez votre salarié peut très bien être ayant droit de la mutuelle de son épouse, par exemple. Avant, la condition, il fallait que la mutuelle de son épouse, dans mon exemple, soit une mutuelle famille obligatoire. Là, le caractère obligatoire n'est plus d'actualité. Il suffit simplement que ça soit une mutuelle famille et qu'il soit ayant droit de sa compagne, par exemple, dans mon exemple. Vous devez du coup vous assurer que votre salarié il rentre bien dans les quatre dispenses autorisées. Donc là, en l'occurrence, dans mon exemple, il est ayant droit, donc oui. Mais vous devez aussi vous assurer que tous les ans, il vous fournit un justificatif comme quoi il bénéficie toujours de la mutuelle. Donc, il faut bien penser à conserver ces justificatifs, notamment en cas de contrôle URSSAF, puisque en fait, c'est au moment du contrôle URSSAF, quand l'URSSAF va venir, elle va vérifier pourquoi est-ce que telle personne n'était pas affiliée. Et donc, du coup, si vous n'avez pas les justificatifs dans les temps, enfin, des périodes qui sont contrôlées, donc les 3 dernières années, si vous n'avez pas ces justificatifs-là, même si votre salarié est sorti, l'URSSAF pourrait estimer que du coup, on ne remplit plus les critères d'obligation. Donc, les cotisations pourraient être soumises, les contributions à la mutuelle pourraient être soumises à cotisation sociale. J'ai une question. Combien de temps conserver les dispenses? Eh bien, sur les dernières, enfin, au moins 3 ans, puisque du coup, les contrôles URSSAF, ils peuvent remonter sur les 3 dernières années. Donc, faut les garder au moins jusqu'à ce que vous soyez sûr que sur cette période-là, vous ne pourrez plus avoir de contrôle URSSAF. Doit-il également faire la demande de ne pas être affilié à notre mutuelle? Oui, c'est lui qui en a l'initiative. C'est à lui d'en faire la demande et d'après de justifier. Et donc vous pensez bien, là on est en février, pensez bien à demander à tous vos salariés qui bénéficient d'une dispense, si ce n'est pas déjà le cas, qui vous l'ont bien donné, qui vous ont donné le justificatif. Les mutuelles ne sont plus obligées de donner les attestations. Est-ce que la carte tiers payant est suffisante? Ouais, il faut que votre salarié vous fournisse un justificatif. Donc, il faut qu'il vous fournisse comme quoi il est bien rattaché à à une autre mutuelle. Donc, au niveau de l'actualité législative et réglementaire de ces dernières semaines. Alors, ça n'est pas très très riche, hein, il n'y a pas eu énormément de choses. Comme je vous disais, du coup, il y a le projet de loi de finances qui a été adopté, mais pour l'instant, on est en attente de publication. C'est devant le Conseil constitutionnel pour le moment. Et puis en plus, cette loi de finances, elle n'a pas modifié énormément de choses. Il y a simplement sur les pourboires et les transports, ça je vous en avais parlé. Je ne sais plus si c'était la Web Actu de décembre ou de janvier, mais les dérogations qui étaient applicables sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2026. Donc voilà, sur les principales, on va dire, modifications de cette loi, il n'y a pas énormément de choses qui concernent le social. Alors, un petit rappel, donc j'en ai parlé déjà en introduction, mais sur l'index égalité professionnelle. Donc, comme je vous ai dit, l'index, vous devez, dans les entreprises de plus de 50 salariés, vous devez obligatoirement calculer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au regard de plusieurs indicateurs. Donc, je vais avoir tout ce qui est écart de rémunération femmes-hommes, écart de répartition et d'augmentation individuelle, le nombre de salariés augmentés et leur retour de congé maternité. Enfin voilà, il y a plusieurs indicateurs. Vous devez prendre en compte du coup ces différents indicateurs-là et publier votre index. Comme précisé, c'est à faire avant le 28 février, enfin avant le 1er mars, donc au plus tard le 28 février 2026. Donc pensez bien à le faire pour ceux qui sont concernés. Il vous reste que quelques semaines pour le réaliser. Donc je vous rappelle que
plus votre entreprise est performante sur les indicateurs, plus elle obtient de points et donc plus elle se rapproche du nombre maximum qui est de 100. Si le niveau de résultat obtenu est inférieur à 75, là, dans ce cas, il serait nécessaire de mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, des rattrapages salariales dans un délai de 3 ans. Je vous rappelle aussi que du coup, vous devez déclarer ce résultat auprès de l'inspection du travail. Donc, faut bien l'anticiper et commencer à préparer tout ça. Si votre score est insuffisant, vous devez aussi transmettre avant le 1er mars 2026, donc au plus tard le 28 février, les mesures de correction que vous envisagez ou que vous avez éventuellement déjà mises en œuvre, les objectifs de progression et les modalités de publication de ces mesures et des objectifs. Pour info, donc, au niveau de l'URSSAF, quand vous avez un contrôle qui est effectué, vous recevez, avant que l'URSSAF fasse son contrôle, vous allez recevoir un avis de contrôle. Normalement, dans cet avis, il est précisé que la charte du cotisant contrôlé est accessible et vous présente vos droits et vos obligations. Depuis le début de l'année, la charte du cotisant contrôlé, elle est désormais visible sur le BOSS, donc sur le bulletin officiel de la Sécurité sociale. Donc maintenant, vous pouvez la retrouver sur le bulletin officiel de la Sécurité sociale. Ce qui est important, c'est que le bulletin officiel de la Sécurité sociale, pardon, il est opposable à l'URSSAF. Donc en fait, tout son contenu est opposable à l'URSSAF. Donc la charte du cotisant contrôlé est également euh, opposable à l'URSSAF. Donc cette charte, elle va présenter le déroulement de la procédure de contrôle, les droits du cotisant contrôlé, les conséquences possibles du contrôle et les éventuelles voies de recours. Pour rester sur l'URSSAF, on a un guide des prestations du CSE, donc c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'édition 2026, on a une édition en général chaque année. Donc dans cette édition-là, cette nouvelle édition, on a une petite précision. Maintenant, l'abonnement des salariés à une bibliothèque numérique peut être exonéré de cotisations sociales. Donc je vous ai mis le guide pratique, le lien vers le guide pratique de 2026. Au moins, ça vous permet d'aller consulter et de voir euh, qui, euh, ce qui est éligible ou pas. Sur les contributions AGFIP, alors, vous le savez sûrement, les entreprises de plus de 20 salariés, vous avez une obligation d'embauche de salariés travailleurs handicapés. Euh, Vous devez faire la déclaration de ces travailleurs handicapés, de l'embauche que vous avez faite ce que vous avez eu sur l'année 2025, vous devez le déclarer auprès de l'URSSAF sur les DSN de mai 2026. On a eu une précision fin d'année 2025 par rapport aux dépenses liées au partenariat. En fait, ces dépenses-là, euh, normalement, quand vous n'atteignez pas le taux d'obligation d'emploi direct de salariés, donc vous devez embaucher 6% de votre masse de vos salariés doivent être des salariés en situation de handicap. Quand vous ne remplissez pas cette obligation-là, vous avez la possibilité, vous devez normalement payer une contribution à la GFIP. Il y a des dépenses qui, elles, vont être déductibles de cette contribution, comme par exemple le partenariat. C'est-à-dire que si vous ne remplissez pas votre obligation d'emploi, donc les 6%, vous devez payer une contribution. Mais si, en parallèle, certes, vous n'avez pas embauché ces 6%, mais en parallèle, vous aviez mis en place un partenariat, vous aviez recours à un ESAT ou autre, cette contribution-là cette dépense-là que vous allez faire, vous allez pouvoir la déduire de la contribution que vous devez payer à la GFIP. Et en fait, sur les dépenses liées au partenariat, ça devait s'arrêter au 31 décembre 2025. Et un décret du 24 décembre 2025 est venu prolonger la déductibilité des dépenses liées au partenariat. Et là, on a une prolongation jusqu'au 31 décembre 2029. Autre précision sur
Il y a un nouvel espace qui a été mis à disposition qui s'appelle Mes démarches travail. Donc, on a un nouveau portail qui a été créé. Donc, je vous ai mis le lien, vous pouvez cliquer dessus directement. Et ça va regrouper les différents services de télédéclaration. Donc, par exemple, vous avez accès aux téléservices pour les salariés protégés. Donc, si vous avez besoin de faire éventuellement un licenciement ou autre pour un salarié protégé, vous pouvez faire les démarches sur ce site. Téléaccord, si vous publiez un accord d'entreprise. TLRC, là c'est pour les ruptures conventionnelles. EGA Pro, du coup je vous parlais de l'égalité professionnelle tout à l'heure, ben, votre index devra être publié sur EGA Pro. Donc voilà, tous ces liens sont tous regroupés sur le site Mes démarches travail. Au niveau de la tarification ATMP, euh, depuis le 1er janvier 2026, lorsqu'il concerne un intérimaire qui est mis à disposition par une entreprise de travail temporaire. Si vous avez un accident de travail qui est un des intérimaires a un accident de travail, désormais, le coût de cet accident sera supporté, enfin la tarification ATMP sera supportée à part égale entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Avant, la répartition des coûts financiers était limitée aux maladies professionnelles et aux accidents de travail qui entraînaient une incapacité permanente supérieure ou égale à 10% ou éventuellement, malheureusement, le décès de la victime. Les autres sinistres, ça restait à la charge exclusive de l'entreprise de travail temporaire. Là, maintenant, depuis le 1er janvier 2026, il y a une répartition à part égale entre les deux. Sur les DSN rectificatives, j'en ai déjà parlé au cours des précédentes Web Actu. Je refais quand même un petit point parce que c'est important et on le revoit passer régulièrement. Mais voilà, les URSSAF qui vont constater des anomalies dans les données qui sont déclarées en DSN aux organismes sociaux auront la possibilité, donc à la fin d'une période de contradictoire de 30 jours, de réaliser des corrections, les éventuelles corrections qui sont requises. Et donc ça, ces DSN de substitution, ça va être mis en place dès juin 2026. Autre élément qui va être modifié, et là qui va être modifié, enfin, qui arrive sous peu, à partir du 16 mars 2026, vous, en tant qu'employeur, vous aurez accès à votre espace personnel du passeport prévention. Donc en fait, c'est un espace où ça va recenser, donc pour chacun de vos salariés, ça va recenser tous les diplômes, les certificats, les attestations que ont obtenus les salariés dans le cadre de formations concernant la santé et la sécurité au travail. Donc chaque salarié aura son passeport prévention dans lequel vont être intégrés tous ces éléments-là. Et les employeurs vont, à partir du 16 mars 2026, vont devoir déclarer les formations qui sont éligibles et qui vont dispenser en interne. Donc, on l'avait vu lors d'une précédente Web Actu, les organismes de formation, eux, ils y ont déjà accès et ils les rentrent déjà de leur côté. Et là, à partir du 16 mars 2026, pour les formations faites en interne, les employeurs vont devoir les déclarer sur les passeports prévention des salariés à partir du coup de mars 2026. Donc, pour vous aider, il y a à votre disposition des webinaires qui justement vous expliquent comment va marcher cet outil, quelles sont vos obligations. Donc voilà, il y a des webinaires qui sont dispo du 26 janvier au 13 avril 2026. Donc, pour toutes vos questions sur ce sujet-là, je vous invite à aller consulter, enfin, aller participer à ces webinaires. Sur la période de reconversion. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Donc, en fait, ça permet aux salariés de bénéficier d'une reconversion par le biais d'un CDD ou d'un CDI qui peut être mis en œuvre au sein de son entreprise en interne ou éventuellement au sein d'une autre entreprise.
Donc, depuis le 1er janvier 2026, maintenant, on a un nouveau motif de recours au CDD qui est, avant, on avait le recours au CDD pour surcroît d'activité, pour remplacement. Là, on a un nouveau motif qui existe, qui est le recours au CDD pour période de reconversion. Donc, c'est dans des cas bien spécifiques. La période de reconversion, du coup, elle est ouverte à tous les salariés, quelle que soit la situation professionnelle antérieure, son âge ou le niveau de qualification. Pour sa mise en œuvre, elle est prévue soit dans un accord d'entreprise, éventuellement dans un accord de branche. En l'absence d'accord, dans les entreprises de moins de 50 salariés et celles de 250 et moins de 300 qui n'ont pas de délégués syndicaux, ça sera possible de prévoir cela par décision unilatérale de l'employeur. J'ai un problème avec le support. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi il y a des choses qui se dessinent sur le... Et je ne sais pas pourquoi, surtout des personnes ont accès. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je ne sais pas pourquoi il y a cet accès-là. Bon, c'est pas grave. Au niveau du financement, la période de reconversion, donc, elle sera financée par l'OPCO et potentiellement, elle peut être cofinancée par le CPF du salarié avec son accord. On a eu deux décrets du coup du 28 janvier 2026 qui ont été publiés au journal officiel. Le, dans, pour que la prise en charge soit faite, l'employeur va devoir adresser à l'OPCO dans les 30 jours qui précèdent le début de la période de reconversion des éléments, enfin tout un tas de documents, notamment l'accord écrit avec le salarié qui acte la suspension de son contrat et le nouveau contrat qui serait conclu avec la nouvelle société. Sur la période de reconversion, je ne rentre pas forcément dans le détail. Si un jour il y a une interrogation parce que vous êtes concerné à un instant T, voilà, on refera enfin, vous pourrez solliciter nos services et on refera le point à ce moment-là. Au niveau de l'actualité jurisprudentielle, qui a été un petit peu plus riche que l'actualité légale, on va pas se mentir. Sur les congés payés, comme je vous disais, sur les congés payés, on a eu un arrêt du 10 septembre 2025. La Cour de cassation avait indiqué que les salariés soumis à un décompte hebdomadaire, donc on tenait compte des congés payés pardon, pour calculer les heures supplémentaires. Là, dans cet arrêt du 7 janvier 2026, elle étend la solution au décompte du temps de travail sur 2 semaines. Donc, comme je vous le disais, il y a très peu de doutes sur le fait que le décompte au mois va suivre dans... Voilà, bon, je ne sais pas dans combien de temps, mais le décompte au mois risque de suivre très prochainement. Donc en fait, votre salarié, il a pris une semaine de vacances, et ben il faudra en tenir compte pour le temps de travail, enfin le temps que représente cette semaine de vacances. Si les 3 semaines qui suivent, il a fait plus d'heures, et ben potentiellement ça générera des heures supplémentaires. Autre arrêt sur les congés payés, cette fois-ci, c'est sur la perte des congés. Vous savez, quand vous avez des salariés qui sont en arrêt maladie, par exemple, qu'ils reviennent, ils ont un délai de 15 mois pour prendre les congés. S'ils ils ne les prennent pas dans les 15 mois, les congés sont perdus. De manière générale, le salarié il doit prendre ses congés, même s'il n'est pas en période de maladie, il est censé les prendre avant le 31 mai de chaque année. S'il y a eu de la maladie entre-temps, c'est prolongé. Après, il a un délai de 15 mois qui s'ouvre. Enfin, voilà, je ne rentre pas dans le détail sur le report des congés. L'employeur, pour pouvoir faire perdre ses congés si le salarié ne les a pas pris, par exemple au terme du délai de 15 mois, il doit pouvoir démontrer qu'il a tout fait pour permettre au salarié d'exercer ses droits à congés payés avant la fin du délai de report. Donc, votre salarié, imaginons, il revient d'arrêt maladie. Il y a le délai de 15 mois de report qui commence à courir parce que vous devez l'informer qu'il a un délai de report de 15 mois, vous l'avez informé, le délai commence à courir, on arrive au terme de ces 15 mois, il n'a pas pris l'ensemble de ses congés, vous lui faites perdre ses congés. Attention, il faudra bien veiller à ce que vous ayez mis le salarié dans la possibilité d'exercer effectivement ses droits à congé. Donc, vous l'avez mis en mesure d'exercer ses droits. Vous l'avez informé en temps utile qu'il lui restait tant de jours à prendre et qu'il devait les prendre avant telle date.
voilà, ça peut être vraiment des éléments à mettre à mettre, enfin, à appliquer. Imaginons, je dis n'importe quoi, votre salarié, ses congés arrivent à expiration dans 3 mois. Bah, je vous conseille de lui faire un recommandé ou un courrier remis en main propre dès maintenant, en lui disant, attention, le délai de 15 mois de report concernant les congés payés est arrivé à expiration, enfin, arrive à expiration le 30 avril, par exemple. Nous vous rappelons que il vous reste tant de jours à prendre. Nous vous invitons à les prendre. Nous sommes à votre disposition pour que vous puissiez les poser. Voilà, faire un courrier au moins pour démontrer que vous avez informé votre salarié en temps utile qu'il pouvait prendre ses congés et que vous l'avez mis dans la situation où il pouvait réellement prendre ses congés. Sur le temps de pause, comme je vous le disais en introduction, le seul fait le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à la réparation du préjudice subi. On considère qu'il y a un préjudice automatique. Le salarié n'a pas besoin d'apporter la preuve qu'il a subi un préjudice, donc il va bénéficier de de dommages et intérêts, pardon. Donc, le seul fait que l'employeur n'a pas toujours respecté le temps de pause, euh, va permettre aux salariés de bénéficier de ces dommages et intérêts. Donc attention, je vous rappelle que la Cour de cassation reconnaît que on a un préjudice nécessaire, donc un préjudice automatique en cas de non-respect du temps de repos quotidien et également en cas de dépassement de la durée quotidienne du travail. Donc je sais que c'est des éléments qui ne sont pas toujours évidents à mettre en œuvre, mais par exemple, vos salariés, le Code du travail, il prévoit 20 minutes de pause au bout de 6 heures de travail consécutives. Je sais que dans certaines activités, c'est pas toujours respecté. Donc voilà, faites attention, puisque vous avez un contentieux avec votre salarié. Forcément, si le juge euh, vous constate qu'il y a bien eu un manquement sur ce point, il n'y aura aucune preuve à apporter. Enfin, le salarié n'aura pas besoin d'apporter la preuve qu'il a subi un préjudice. Le préjudice sera automatique. Et dans ces situations-là, quand le salarié invoque ce genre de choses, la preuve du respect des durées maximales du temps de travail, par exemple, ça va incomber à l'employeur exclusivement. Ça va pas être la charge de la preuve n'est pas partagée entre le salarié et l'employeur. Donc sur ces éléments-là, voilà, soyez particulièrement vigilants. Sur le harcèlement, donc le management toxique, euh, on considère en fait que des pratiques managériales qui sont néfastes peuvent potentiellement créer un environnement de travail toxique et constituer un harcèlement moral. Dans cette situation-là, dans cet arrêt-là du 10 décembre, on était dans un contexte avec plusieurs salariés, donc c'était une boutique. Euh, Toutes ces salariés-là avaient dénoncé à la direction l'existence d'actes de harcèlement de la part de deux de leurs supérieurs hiérarchiques. Donc, c'est des actes qui étaient bien caractérisés. On avait des pressions des managers envers ces salariés-là pour qu'il y ait des démissions. Il y avait du chantage, du manque de respect, des insultes, pardon. Il y avait beaucoup de salariés qui avaient eu des arrêts de travail qui étaient liés à ça. Donc voilà, on avait vraiment un contexte managérial très néfaste dans la société. Et derrière, il y a une salariée qui a été licenciée. Elle a contesté son licenciement. La Cour de cassation, du coup, a estimé que on avait un harcèlement de l'équipe et que le seul fait qu'il n'y ait enfin, que cette personne-là n'ait pas été visée, elle, directement, n'empêchait pas de caractériser le harcèlement. Donc, le harcèlement global, managérial d'une équipe entière était suffisant. Donc là, on a des pratiques managériales répétées qui peuvent suffire à caractériser un harcèlement moral à partir du moment où elles dégradent les conditions de travail et mettent en danger la santé des salariés. On peut avoir du coup une situation de harcèlement, même si le salarié lui-même qui invoque le harcèlement n'est pas directement touché et que ça touche vraiment la collectivité, enfin le service en intégralité.
Sur la surcharge de travail aussi, je voulais faire un point, enfin, je trouvais que c'était un arrêt assez important du 13 novembre 2025. On a dans cette situation-là un salarié qui a démissionné. On était dans un contexte où c'est un salarié qui démissionne après 20 ans d'ancienneté, qui évoque une surcharge de travail qui était devenue insupportable. Il avait alerté sa hiérarchie, il avait alerté le médecin. Il a invoqué que les conditions de travail avaient un impact sur sa vie lors de son entretien annuel. Il a démissionné. Il a fait une démission dans laquelle il a émis aucune réserve. Il a juste démissionné comme ça. Derrière, il a porté plainte, enfin, il est allé devant le Conseil des prud'hommes en invoquant du coup une surcharge de travail. Et donc, les juges ont estimé qu'une démission donnée dans un contexte de surcharge de travail peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Même si on était sur une démission sans réserve, ça n'exclut pas la requalification de la prise d'acte au tort de l'employeur à partir du moment où on a un différend qui est contemporain à la rupture du contrat. Donc, le salarié l'a démissionné. Derrière, il demande à ce que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse par un juge. Donc, dans un cas de surcharge de travail qui est clairement avéré, cette requalification peut être faite par le juge. Sur la convocation à entretien préalable, donc à licenciement, on en a parlé tout à l'heure, mais là, on est dans la situation où un salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre remise en main propre. Il a refusé de signer la décharge qui lui a été présentée par son employeur. Il s'est présenté à l'entretien et il a été licencié pour faute. Il a estimé du coup qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué à l'entretien. Il a saisi les prud'hommes pour contester la régularité du licenciement. Donc là, on était sur une irrégularité de procédure, donc ça veut dire un mois de salaire, de dommages et intérêts. La Cour de cassation l'a débouté de sa demande en estimant que l'employeur lui a bien remis la convocation à l'entretien. Elle a été remise en main propre. Il y avait une mention manuscrite qui était portée en marge de la convocation qui indiquait que le salarié avait refusé de signer. Donc, le salarié ne peut pas se prévaloir de son refus pour dire il y a une irrégularité de procédure. Donc, on reste dans le thème du licenciement, cette fois-ci sur l'absence du salarié. Euh, j'ai mon salarié qui est en arrêt maladie. À la, su- à la fin de son arrêt maladie, il ne revient pas travailler, il ne me fournit plus d'arrêt de travail. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux le licencier tout de suite ou pas? Là, dans cet arrêt du 14 janvier, la Cour de cassation nous dit que dans cette situation-là, le salarié était absent depuis une longue période. Il aurait dû du coup bénéficier d'une visite de reprise. Puisqu'il n'a pas été convoqué à une visite de reprise, alors que l'employeur savait, connaissait, enfin, son arrêt s'est terminé, l'employeur s'est rendu compte qu'il venait pas travailler, il l'a licencié du coup pour abandon de poste. Là, la Cour de cassation a dit, vous deviez lui faire passer une visite de reprise, puisque on avait dépassé les 60 jours, parce qu'on était sur un arrêt maladie d'origine non professionnelle, donc on a dépassé les 60 jours d'arrêt maladie. On a l'obligation de faire passer une visite de reprise et c'est seulement à la suite de ça qu'on peut envisager un licenciement. Si je ne fais pas passer ma visite de reprise, le contrat de travail est considéré comme étant encore suspendu et donc le licenciement serait considéré comme sans cause réelle et sérieuse par un juge. Donc soyez vigilants quand vous avez des salariés qui ne vous fournissent plus d'arrêt de travail. Donc déjà, commencez par les mettre en demeure de vous fournir un nouvel arrêt de travail. Si ce n'est pas le cas, vous planifiez la visite de reprise et à la suite de ça, si le salarié ne se présente pas, là, on envisagera potentiellement de le licencier. Moi, je préconise toujours de faire 2 visites de reprise, comme ça, on est sûr. Euh, J'en fais une première, je vois qu'il vient pas, je le reconvoque à une deuxième en lui disant que je le rappelle qu'il a l'obligation de venir, il vient toujours pas. Là, derrière, j'envisage une convocation, entretien préalable à licenciement. Mais voilà, pensez bien à cette visite de reprise. Sur les dispenses mutuelles, donc comme je vous en ai parlé tout à l'heure, à partir du moment où vous avez un salarié qui demande à être dispensé de la mutuelle, vous devez absolument garder le justificatif. Parce qu'en cas de contrôle URSSAF, il faudra pouvoir démontrer que la demande des salariés comportait bien, enfin, était bien légitime et que vous aviez bien le justificatif comme quoi la personne était, euh,
euh, pouvaient être dispensés d'adhérer à cette mutuelle-là. Et donc, même si le salarié est sorti des effectifs, hein, ça ne change rien, gardez quand même les justificatifs. Et enfin, dernier arrêt sur du coup l'abondement du CPF. Donc, comme je vous disais, dans les entreprises de plus de 50 salariés, si vous ne réalisez pas les entretiens professionnels et que vous ne faites pas, enfin, vos salariés ne réalisent pas de formation non obligatoire, pardon, je vais y arriver, vous pouvez être condamné à verser donc un abondement du CPF de votre salarié à hauteur de 3 000 euros. La Cour de cassation est venue nous dire ces deux conditions, ce sont des conditions qui sont cumulatives, ce qui signifie que si j'ai l'absence d'un entretien euh, au moment de l'entretien de bilan, je me rends compte que j'ai eu l'absence, tous les entretiens n'ont pas été réalisés. Si j'ai à minima fait une formation au non obligatoire à mon salarié, ça suffit à me dispenser de verser cet abondement. Et donc, dans la continuité, pour faire un petit peu de pub à Législature, on propose des formations qui sont des formations non obligatoires, donc qui rentrent du coup dans l'obligation de formation des salariés. On propose plusieurs formations là sur le premier semestre 2026. Je vous ai mis à l'écran les différentes formations qui sont proposées. Donc là, les prochaines, c'est sur les élections du CSE. Donc voilà, si vous avez des élections qui sont prochainement à organiser prochainement, on prévoit une formation pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Sur les exploitants aussi pour le transport de marchandises, le référent harcèlement. Je vous rappelle que les entreprises, à partir du moment où vous avez un CSE, vous devez désigner un référent harcèlement et que ce référent harcèlement doit être formé. Voilà, la formation qu'on propose remplit cette obligation. Donc, je vous ai mis à l'écran les différentes formations qu'on propose. Ça, c'est celle sur le premier semestre 2026, avec toutes les dates qui sont proposées. Donc voilà, s'il y en a une qui vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous rappelle que du coup, le support vous sera envoyé. Donc, vous aurez accès à tous les liens qui sont dans le diapo et vous aurez du coup accès aux liens aussi pour vous inscrire. J'ai vu qu'il y avait eu quelques questions dans le chat. Pour celles auxquelles je n'ai pas répondu, je vous les mettrai, je vous ferai un question-réponse et puis de toute façon, le diapo sera diffusé. Donc ce sera soit fin de semaine, soit début de semaine prochaine et vous aurez accès au support. Je vous donne rendez-vous du coup le 12 mars. Je vous remercie pour votre participation et puis je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci, au mois prochain.